Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. De retour, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, parce que les Bulls étaient partis en road trip et du coup moi aussi. J'étais en vacances en France quelques temps et du coup euh, pas énormément de temps à consacrer aux vidéos. En même temps, vu les matchs qu'on s'est farci entre temps, c'est peut-être pas plus mal, mais on va quand même revenir un petit peu sur tout ça. Pas en détail parce que il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de matchs, donc je vais pas faire une vidéo de 50 minutes non plus. Mais il va falloir revenir sur quelques petites choses quand même, et notamment ce road trip à l'ouest où ça a été catastrophique. 3 défaites en 3 matchs à Sacramento, à Utah, à Phoenix, et pratiquement la même chose à chaque fois. Où est passé l'état d'esprit qu'on avait en début de saison, cette combativité, you know, tout ce qui faisait que quand il y avait une difficulté, on arrivait à la surmonter, on gardait la tête haute, on repartait de l'avant. En décembre, on a eu des cas de Covid pratiquement à tous les matchs, on y allait quand même, on a pris une ou deux crevées, notamment à Miami, je me souviens, mais on est allé gratter quelques matchs aussi. En janvier, on a Lonzo Ball, Caruso qui se blesse. Et les premières semaines, on arrive à faire ça, même sans forcément bien jouer, mais on gratte quelques victoires par-ci par-là. On se maintient premier de l'Est pendant une bonne période. Et depuis, dégringolade. Et c'est vrai que là, ce road trip de 3 matchs, ouf, déjà, tu le commences en perdant à Sacramento, déjà, rien que ça. Mais défaite méritée, en jouant vraiment pas un beau basket, en étant trop permissif défensivement, en se faisant exploser sur les pick and roll, en se faisant déchirer au rebond. Euh, et même chose dans les matchs d'après, Utah c'est pareil, c'est une excellente équipe de pick and roll et donc ils nous ont ouvert à ce niveau-là, avec d'excellents screens de Rudy Gobert, on n'a jamais réussi à passer dessous. Et pourtant, Utah, j'ai l'impression que sur ce road trip, c'est peut-être notre meilleur match sur le plan offensif, tout du moins. Beaucoup d'agressivité, d'attaque du cercle. On a vu un Zach LaVine très bon sur ce match-là, notamment, euh, qui n'a pas hésité à aller à l'intérieur, provoquer Rudy Gobert, provoquer des fautes et obtenir des contacts, des lancers, etc. Euh, Ça manquait parfois de soutien un petit peu, mais enfin voilà, j'ai trouvé que sur ce match-là, on arrivait quand même à proposer quelque chose d'un peu plus solide offensivement, sans que ce soit forcément non plus extrêmement spectaculaire ou même grandement collectif. Mais on avait apporté une réponse pendant une bonne partie du temps, on était resté un petit peu dans le match, et puis au final, t'en prends 125 à Utah, avec un Donovan Mitchell qui plante des 3 points dans tous les sens dans le troisième quart-temps. Il signe son record en carrière à 3 points sur ce match-là. Euh, et puis derrière, il n'est pas le seul à en planter, on en prend par les benchers aussi. Je crois que le banc d'Utah a inscrit quelque chose comme 49 points. Enfin bref, on se fait totalement ouvrir. Euh, et puis après, Phoenix qui t'encale 129 sur le museau en shootant à 56%, toi tu shootes à 41%, donc déjà rien que ça explique beaucoup de choses. Et puis ouais, beaucoup trop d'erreurs défensives, d'actions où on est en retard, on est mal placé, on fait pas les close-out qu'il faut, on fait pas les aides défensives, on est en retard tout simplement. Et au final, voilà, tu reviens à Chicago en ayant pris trois gros coups sur la tête, et tu sens que moralement à ce moment-là, l'équipe n'y est pas du tout. Euh, et l'énergie qu'on avait en début de saison, l'étincelle, euh, était plus là tout simplement. Moi je me rappelle que là, lundi, j'ai posté mon baromètre des Bulls comme je fais tous les lundis, et j'ai commencé en disant ça. Tu vois, en début de saison, tu sais, c'est les petits bâtons que tu allumes, que tu mets sur les gâteaux, ou les trucs pour les anniversaires ou autres. Les petits bâtons que tu allumes, ça fait des étincelles, et puis au fur et à mesure, il y en a plus. Et là, on est arrivé à la fin du bâton, il n'y avait plus d'étincelles depuis quelques semaines, donc ça, c'était vraiment pénible. On l'avait déjà noté dans d'autres vidéos que c'était de plus en plus pénible à regarder les matchs. Autant on se régalait en début de saison, autant dernièrement, c'était vraiment compliqué. Des mecs comme Javonte Green ou Derrick Jones Jr. qui n'attaquent plus le cercle.
qui se contente de shooter à 3 points dans les corners. Tu sens qu'il n'y a plus vraiment l'énergie, l'enthousiasme qu'on pouvait avoir plus tôt dans la saison. Euh, c'est dû à plein de choses, hein. C'est dû à la fatigue, l'accumulation, les blessures, le moral qui est un petit peu en berne aussi. Et ça s'est pas arrangé avec l'annonce concernant Lonzo Ball, qui continue d'avoir des difficultés avec son genou. Billy Donovan précisait que dès qu'il essaie de faire quelque chose à pleine vitesse, il ressent une gêne. Donc du coup, c'était compliqué d'envisager un retour pour lui. Et ils l'ont carrément mis au repos complet pour 10 jours pour essayer de faire en sorte que son genou se repose pour ensuite voir si ça permet d'améliorer les choses quand il revient 10 jours plus tard. Donc ça nous fait mercredi de la semaine prochaine. Ça lui aura fait 10 jours de repos complet à ce moment-là et on verra si son genou a bien réagi au fait d'être reposé et s'il peut reprendre le cours normal de sa rééducation et essayer de monter en puissance. Le problème, c'est que mercredi prochain, on aura pratiquement, il restera quelque chose comme 4 ou 5 matchs de saison régulière à ce moment-là, 5 ou 6. C'est compliqué parce que s'il peut revenir, donc quand ces 10 jours seront terminés, il faut encore qu'il enchaîne quelques entraînements, qu'il soit autorisé à reprendre avec contact, qu'il monte en puissance. Donc à mon avis, en saison régulière, c'est mort. Et pour les playoffs, ça va dépendre de comment son genou a réagi au repos. Mais voilà, même s'il revient pendant les playoffs, il ne sera pas à 100%. Donc est-ce que c'est une bonne chose aussi? Est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas prendre de risques et dire bon, ça sert à rien de jouer avec la santé de Lonzo Ball pour quelques matchs de playoffs? On fait une croix dessus, il revient au training camp en octobre et voilà, et on repart de là parce que là en termes de timing, de calendrier, le temps joue contre lui. Il pourrait revenir peut-être d'ici 3 semaines, mais où est-ce qu'on sera dans 3 semaines? Est-ce qu'on sera sorti au premier tour des playoffs? Est-ce qu'on sera en train de jouer le play-in? C'est un peu compliqué. Donc, est-ce que ça vaut le coup véritablement de faire revenir Lonzo Ball peut-être en plein milieu d'un premier tour de playoff et sachant qu'il sera pas à 100% loin de là? J'ai quand même de gros doutes. J'ai quand même de gros doutes. Donc, et je pense que ça joue un peu sur le moral de l'équipe en se disant bon ben voilà, Lonzo va falloir faire sans. Mais voilà, c'est une difficulté en plus avec laquelle il faut composer. Donc voilà. La bonne nouvelle par contre, c'est que Patrick Williams, pendant que les Bulls étaient dans leur road trip à l'ouest, lui a été autorisé à reprendre les entraînements collectifs avec contact. Et donc il a passé plusieurs jours à s'entraîner avec l'équipe de G-League, des Windy City Bulls. Et dès le dimanche, quand les Bulls sont revenus de Phoenix, on nous a dit ok, c'est bon, dès le match contre Toronto lundi soir, il peut faire son retour avec une limitation de minutes, hein. Billy Donovan précisait qu'il était hors de question qu'il joue plus de 25 minutes, sachant qu'on était en back-to-back en jouant Milwaukee le lendemain. Mais voilà, ça a été sympa de revoir Patrick Williams enfin, un petit peu plus de 5 mois après son opération au poignet. Euh, il était dans les temps, on avait annoncé entre 4 et 6 mois, ça a fait 5 mois et demi à peu près. Donc voilà, c'était plaisant de le revoir. Et surtout, ça a été plaisant de revoir cette équipe des Bulls gagner un match, parce que ça commençait à faire longtemps quand même. On shootait bien au classement, on shootait moralement. Et cette victoire contre Toronto, elle fait énormément de bien, surtout qu'on a livré une prestation de très très belle qualité, j'ai trouvé. Peut-être notre meilleur match depuis bien longtemps, clairement notre meilleur match en mars, ça c'est sûr et certain. Un de nos meilleurs matchs depuis le All-Star Game, parce que voilà, d'entrée de jeu, on a montré de bien meilleures choses en termes de circulation de balles, d'état d'esprit, de collectif. Parfois même un peu trop, on refusait certains shoots ouverts pour continuer à faire des passes jusqu'à trouver d'autres shoots ouverts. On aurait peut-être pu voilà, prendre certains shoots au lieu de les laisser passer. Mais ça démontre qu'il y a quand même une volonté de vouloir impliquer tout le monde et c'était quand même, voilà, ça partait d'un bon sentiment, on va dire. Euh, mais voilà, on a vu de bonnes choses sur ce match-là offensivement, mais aussi défensivement, surtout à partir de la deuxième mi-temps. Ça commençait à se mettre en place en première mi-temps avec
notamment Tristan Thompson qui a fait de bonnes entrées en jeu, qui avait déjà été un des bons joueurs dans le road trip, qui avait fait de bonnes choses, notamment à Phoenix. Mais voilà, lui, il avait montré de bonnes choses aussi. Mais voilà, collectivement, en défense, dans la deuxième mi-temps contre Toronto, je trouve qu'on s'est plus adapté. On a pris pas mal de points dans la raquette en première mi-temps. On en a pris beaucoup moins ensuite parce qu'on a contesté les drives. On a coupé les lignes de passe. On s'est créé énormément de transitions. Et c'est là qu'on a commencé à prendre les devants, faire la différence dans ce match-là. On a inscrit 29 points sur les pertes de balles adverses, ce qui est on a égalé notre record cette saison sur cette catégorie statistique, ce qui est quand même pas mal et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Euh, et d'ailleurs le lendemain contre Milwaukee, on a fait 0 point en transition, donc comme le contraste est assez saisissant, mais bref, on attend de revenir sur le match de Milwaukee. Le match contre Toronto, voilà, c'était vraiment, encore une fois, un match très très agréable où on avait l'impression pendant une soirée d'avoir retrouvé ces vertus qu'on imaginait avoir perdues dernièrement. T'avais les gars jouaient les uns pour les autres, il y avait des aides défensives, il y avait des bons close-out. Euh, T'avais l'impression qu'on avait retrouvé quelque chose, un petit peu d'étincelle, et on gagne ce match-là voilà, de manière assez importante. Et ça nous relance au classement, surtout contre un adversaire direct, parce que Toronto n'était que 2 places derrière, euh, et avec un classement extrêmement serré, donc c'était bien de prendre une victoire face à eux, d'autant que ça nous donnait le tiebreaker. On les a battus 3 fois en 4 matchs cette saison, donc ça peut toujours jouer en fin de saison. Euh, on s'est fait plaisir sur ce match-là, il y a eu des belles performances individuelles, euh, mais derrière, le lendemain, on jouait à Milwaukee, et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus compliqué. Le début de match a été très bon. Les 8 premières minutes, on fait jeu égal, on défend superbement bien. Euh, on est là, on joue physique, on conteste au maximum les drives, même si on prend quand même quelques points à l'intérieur, parce que tu peux pas stopper Giannis tout le temps ou autre. Il manquait Middleton côté box, mais euh, Grayson Allen a mis quelques paniers à l'intérieur au début. Nous, on répond avec quelques paniers à 3 points, notamment Vucevic qui retrouve un semblant d'adresse, alors que depuis le All-Star Break, c'était quand même très très compliqué. Entre le All-Star Break et la fin du road trip à l'ouest, il était à quelque chose comme, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais quelque chose comme 8 sur 39 à 3 points, donc c'était absolument dégueulasse. Et contre Toronto, il en a mis 2, les deux derniers qu'il a tenté. Et contre Milwaukee, il a commencé en rentrant 3 dans le premier quart-temps. Il a été très très bon offensivement, il s'est bien relancé, alors que sur le road trip, il a été absolument affreux en termes d'adresse et d'impact. Mais voilà, il y avait 20 partout après quelque chose comme 8 minutes. Derrière, Kobe White fait une faute sur un shooter à 3 points, les 3 lancers francs, et ça débute un 13-0 pour Milwaukee pour terminer le quart-temps. Donc il y avait 20 partout, et à la fin du premier quart, il y a 33-20, et derrière, c'est l'enchaînement, quoi. On se prend ce run à la fin du premier quart, et derrière, on passe notre temps à être derrière, quoi. On n'arrive jamais à revenir. Et au contraire, l'écart continue d'augmenter euh, au fur et à mesure. Je crois que Milwaukee était à quelque chose comme plus 25, plus 26 à un moment dans le deuxième quart-temps. On finit sur un 10-0 le deuxième quart. Et on débute plutôt pas mal le troisième quart-temps avec quelques stops et quelques attaques du cercle de Zach LaVine. Mais ça dure pas longtemps. Dès que Milwaukee remet un coup d'accélérateur, ils nous remettent dans le rétro. Et derrière, c'est catastrophique. On se fait absolument déchirer dans l'impact physique, au rebond, sur les pick and roll, on est totalement à la rue. Euh, dans pratiquement tous les secteurs du jeu, on n'avait aucun impact, on était toujours la deuxième équipe dans ce match-là. Ça a été extrêmement violent. Et derrière, on prend une crevée absolument dantesque. 28 points de retard dans le museau, 126-98. Il y a plusieurs fois où on était à moins 30. À ce moment-là, il n'y a rien à dire, quoi. DeRozan a parlé de l'arbitrage après le match en disant que les arbitres n'ont sifflé que 2 fautes à Milwaukee dans la première mi-temps, où on n'a tenté aucun lancer franc. Je crois que Zach LaVine tente les premiers lancers francs des Bulls, il reste 1 minute avant la pause. Euh, mais bon, quand tu perds 30 points, tu peux pas blâmer l'arbitrage. Il a dit des choses plus intéressantes après le match, DeRozan.
en parlant de l'état d'esprit et qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir se révolter et en avoir marre de se prendre des coups de pompe au cul à chaque fois qu'on affronte une grosse équipe et qu'on se prend des blowouts. Parce que, ben voilà, à un moment, il faut réagir. Tu peux pas te dire, ouais, bon, il nous manquait des gars, ouais, bon, ils sont au-dessus. À un moment, faut y aller, quoi. Faut pas se lamenter sur son sort. C'est pas vraiment des excuses, c'est des faits, mais au bout d'un moment, tu peux pas t'en servir d'excuses. Justement, il faut euh, aborder ces matchs-là en étant beaucoup plus énergique, beaucoup plus agressif, et pas seulement sur les 8 premières minutes du match, parce que c'est tout simplement impardonnable face à une équipe comme Milwaukee, où on sait qu'on n'a aucune marge d'erreur, et que si on commence à prendre un run, derrière, c'est mort, quoi. Euh, Caruso aussi a pointé du doigt le fait qu'on manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe en termes d'état d'esprit, de cette volonté de vraiment se faire mal et d'y aller, quoi. D'exécuter ce qu'on est capable de faire à fond. On n'arrive pas à le faire. Caruso le disait à tous les niveaux, que ce soit au collège, au lycée, quand tu vas à la March Madness, en NBA, quand tu veux, voilà, quand tu arrives sur des gros matchs, que tu veux jouer le titre, que tu veux aller en playoff. Voilà, sur les gros matchs, faut répondre présent et on n'y arrive pas. On n'y arrive toujours pas. Et il y a toujours cette stat qui continue d'être absolument hallucinante. On est à 0,16 cette saison face au top 3 de l'Est et de l'Ouest actuel au classement. Alors, j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente des narratifs sur ça. Il y a des matchs où il nous manquait beaucoup de monde, il y a des matchs où voilà, euh, on a quand même été là sur la plupart du match et ça s'est joué à pas grand chose. Donc voilà, ça aurait pu être un narratif différent, on aurait pu en gagner quelques-uns. Malheureusement, on n'en a pas gagné du tout et au final, il y en a quelques-uns, ça a été de bonnes branlées, hein, notamment à Miami, ben, la fois où il nous manquait beaucoup de monde en cas Covid. Euh, les matchs contre Philadelphie, on n'a pas souvent été dedans non plus. Bref, c'est une stat terrible, mais pour moi, la stat qui est encore plus terrible, c'est que c'est notre bilan à l'extérieur. Parce qu'il était excellent à un moment donné. Quand DeRozan inscrit son buzzer beater à Washington le jour de l'an, ça nous met à 12-6 à l'extérieur. Et maintenant, on est à 16-20. Ça veut dire qu'on est à 4/16. Enfin, 4 victoires, 16 défaites depuis le 1er janvier. Et ça c'est terrible. Avec des défaites à Orlando, je sais même plus, à Oklahoma. Enfin, on a pris et des roustes terribles. On s'est fait balader, on s'est fait vraiment humilier à l'extérieur sur beaucoup de matchs. On est très bon à domicile. On est une des meilleures équipes de l'Est à domicile. Je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a un meilleur bilan à domicile que nous dans la conférence Est. Mais par contre, sur le bilan à l'extérieur, on est absolument exécrable depuis début janvier. Et du coup, ben, ça nous plombe. Sachant que là, nos 4 prochains matchs sont à l'extérieur, à commencer par New Orleans ce soir. Euh, c'est pas forcément rassurant. Ce qui est quand même un peu rassurant, c'est que ces 4 matchs ne sont pas contre des équipes avec des bilans extrêmement solides, puisqu'on est à New Orleans ce soir. Euh, bon, il y a Cleveland, qui est un adversaire direct pour la 5e place. Après, on va à New York et à Washington en back-to-back lundi-mardi. Donc là, il y a quand même moyen d'essayer de gratter quelque chose. Ensuite, on revient à la maison, on a les Clippers. Euh, et après, on a un enchaînement infernal avec Milwaukee, Miami, Boston. Peut-être pas dans cet ordre-là, je crois que c'est Miami d'abord, Milwaukee, Boston. Euh, Charlotte. Donc ces 5 matchs-là à domicile. Et on termine à Minnesota. Donc calendrier encore quand même un peu compliqué. Même si là, sur les quelques déplacements qui arrivent, il faut voilà, il y a des équipes qui sont en galère. Il y a des équipes qui sont des concurrents directs, donc là, il faut prendre quelques victoires à l'extérieur, sinon c'est plus la 5e ou la 6e place, ça va être le play-in, quoi. Donc là maintenant, faut aller en gagner des matchs, peu importe les difficultés, peu importe les absents. Et en parlant d'absents, Demar DeRozan est listé questionable pour ce match de ce soir. Il a un souci à l'adducteur gauche, et quelque part, j'ai- c'est con parce que c'est sur une blessure, donc je veux pas dire c'est un mal pour un bien ou quoi. Je peux difficilement faire passer ça comme quelque chose de positif, mais DeRozan il a besoin de souffler. DeRozan il a besoin de souffler et
là, je fais cette vidéo, quand je préparais les trucs sur lesquels je voulais parler dans cette vidéo, j'ai vu ensuite la news sur DeRozan comme quoi il allait être questionable et que du coup il allait peut-être manquer ce match ce soir contre New Orleans. Mais j'allais dire, avant de voir ça, je voulais dire peut-être qu'il faut enfin, ce serait pas une mauvaise idée de le reposer. Parce que là, il est crevé, il en peut plus. Il a tellement porté l'équipe sur ses épaules en janvier, février. Là, DeRozan, il a besoin de souffler. C'est con que ça arrive parce qu'il a une blessure à l'adducteur. Mais, mais voilà, j'allais dire avant ça que je pense qu'il faut qu'il loupe un match ou deux par-ci par-là parce que peut-être le back-to-back New York-Washington, un des deux matchs, ne pas le faire jouer. Mais là, DeRozan, il a besoin de souffler. Il a besoin de souffler. Alors, ok, on a besoin. Voilà, chaque match est important. On peut pas se permettre. On n'a pas de marge d'erreur. Mais maintenant qu'on a récupéré du monde, Caruso était titulaire sur les deux derniers matchs. Patrick Williams a montré de bonnes choses depuis qu'il est revenu sur ces deux matchs avec quelques bons shoots, avec ses fameux shoots arc-en-ciel, avec sa défense. On a un peu plus de personnel. Essayons voilà, mettre DeRozan de côté sur un match parce qu'il a besoin de souffler. Alors là, ça va peut-être arriver parce qu'il a cette blessure à l'adducteur, mais je pense qu'il fallait quand même qu'il souffle à un moment donné, quoi. Parce que là tu sens qu'il est vraiment, vraiment, vraiment. euh, il est carbo. Il est carbo, donc voilà. C'est dommage que ça arrive via une blessure, mais bon, voilà, ça va permettre de faire en sorte que ça s'aggrave pas plus. Et en plus, voilà, s'il peut en profiter pour souffler un peu, ça peut être que bénéfique pour la suite, parce qu'on va en avoir besoin si on joue des matchs de play-in ou en play-off. Donc, lui donner un peu de repos, ça peut pas lui faire de mal. Donc bref, voilà, les Pelicans ce soir avec Larry Nance qui va jouer pour eux, qui était blessé jusqu'ici mais qui a eu le feu vert des médecins pour reprendre sur ce match-là. Par contre, Ingram est questionable aussi, enfin douteux, doubtful, donc à voir s'il peut tenir sa place. Zion évidemment ne sera pas là. Donc on va bien voir ce que ça va donner. C'est une équipe des Pelicans euh, est mieux depuis le All-Star Weekend. Ils ont signé quelques victoires intéressantes et tu sens qu'il y a quand même quelques joueurs capables de hausser le niveau. Si j'ai McCollum, il faudra s'en méfier évidemment comme à chaque fois. Donc voilà, grosse méfiance sur ce match-là. Euh, on va terminer avec le quiz. Euh, on avait parlé la dernière fois de Sacramento et la question était quelles sont les deux personnes qui ont été joueurs des Bulls et ensuite coach des Kings. Alors il fallait répondre Rick Adelman, coach mythique s'il en est des Kings, et Reggie Theus qui avait joué aux Bulls juste avant la période Jordan et qui ensuite était devenu coach des Kings et les avait emmenés en playoff. Euh, cette fois-ci, la question va porter sur Jamal Crawford, parce que Jamal Crawford a annoncé sa retraite le jour de ses 42 ans, il y a quelques jours. Et bah, moi, perso, c'est un joueur que j'ai toujours absolument kiffé, Jamal Crawford. Euh, de son passage aux Bulls, évidemment, mais ensuite, voilà, partout où il est passé, j'ai continué à suivre ce joueur. Aux Knicks, aux Warriors, à Atlanta, aux Clippers, à Portland, etc. Même à Phoenix à la toute fin. Joueur extraordinaire, presque 20 000 points en carrière, alors qu'il sortait du banc. Il a été élu 3 fois meilleur sixième homme. Enfin bref, une carrière absolument légendaire avec voilà, des moves absolument, bah, pareil, légendaires. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel tout au long de sa carrière. Un des meilleurs ball handlers que la ligue ait connu. Euh, donc voilà, la question pose sur lui et elle est très simple, hein, puisque c'est un des rares joueurs à avoir fait un match à 50 points dans l'histoire des Bulls. Ils sont 5, hein. Il y a lui, il y a Michael Jordan évidemment, il y a Chet Walker, il y a Zach Lavine et, et j'ai oublié le dernier, et Jimmy Butler évidemment. Mais là, la question elle est très simple. Face à quelle équipe Jamal Crawford a réalisé ce match à 50 points sous le maillot des Bulls? Voilà, assez simple. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage parce que c'est vraiment, ça a été un joueur spectaculaire tout au long de sa carrière et que j'ai énormément kiffé. C'est le deuxième joueur dont j'ai acheté le maillot. J'avais acheté un maillot de Jordan à l'époque et le deuxième maillot des Bulls que j'ai pris dans ma vie, c'était Jamal Crawford. Donc voilà, c'était voilà, un joueur que j'ai toujours kiffé et l'occasion de lui rendre un bel hommage. Donc voilà, on se retrouve bientôt, hein. Je vais pas faire 10 jours avant la prochaine vidéo parce que maintenant je suis revenu, donc ça devrait le faire. Je pense que dès, dès le match contre nous, là, on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça tranquillement, en espérant une victoire parce que là, il faut absolument se relancer. Et
voilà, ça va être impératif de, de remettre le pied à l'étrier et d'aller chercher des victoires maintenant. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous vous portez mieux que les Bulls en ce moment quand même. On se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.